Donc, bonjour, c'est Élie Gauthier. Bienvenue au Prospecteur Émérite, l'émission où on explore comment développer votre business à son plein potentiel. Et aujourd'hui, je vais aborder différents sujets qui vont tourner principalement autour de la vente et des ressources humaines. Mon premier sujet va être par rapport à la vente en ce qui est trait au contact direct. On va explorer un peu la dimension courriel et suivi. Ensuite, on va faire un tournant vers un exemple de vente qui m'est arrivé le jour de ma fête. Hmm. Jour auspicieux, où est-ce que j'ai découvert ce qu'il ne fallait jamais faire en vente. Et donc, je vais juste vous faire un petit retour d'expérience intéressant pour vos propres procédures et votre personnel si vous en avez. Ensuite, on va explorer le recrutement, les entrevues en ligne avec quelques petits stéréotypes qu'on peut trouver quand on emploie des gens outre-mer qui peuvent être très utiles à votre entreprise, mais qui répondent à certains stéréotypes sans tomber dans quoi que ce soit qui soit ethnique ou du genre. C'est vraiment des stéréotypes de personnalité qui sont importants à détecter et filtrer. Et enfin, je vais parler rapidement d'un ouvrage que je suis en train de lire, ou plutôt d'écouter sur Audible, qui s'appelle Je ne me rappelle plus le nom, de Michael Masterson. Et le livre de ce nom tout à fait original, qui n'est pas le vrai titre, évidemment, traite d'une théorie que je vais vous expliquer et qui va recouper, dans le fond, mes explications par rapport au recrutement. Donc, on commence tout de suite. Le premier point que je veux parler, parce qu'aujourd'hui, je parlais avec un prospect. En fait, deux prospects qui étaient ensemble et qui me décrivaient leur entreprise. Et c'était fou parce qu'ils ont dit, j'ai besoin absolument de discuter avec toi, Ellie, car j'ai besoin d'un développeur d'affaires. Et j'ai fait, ah ben, parfait, parlons développement d'affaires. Et là, on commence à discuter, je fais leur analyse avec mon processus de vente classique pour faire l'analyse stratégique de leur marketing et comprendre de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont essayé et tout et tout. Et je découvre que ils sont pas si mauvais en marketing, c'est pas ça le problème. Ils m'expliquent qu'ils ont même eu beaucoup de leads, ils ont une équipe, ils ont travaillé fort et continuent de travailler fort. Toutefois, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'au final, ils n'ont eu aucun client avec ça. Et là, moi, j'ai gratté la surface. J'ai gratté. Et j'ai découvert qu'au final, la problématique, c'était pas leur marketing, parce qu'ils étaient capables d'en avoir des prospects, ils étaient capables d'en avoir une tonne des prospects, puis ils étaient capables de se faire répondre par des décideurs qualifiés et tout et tout. La problématique, c'était qu'ils n'étaient pas capables de faire signer aucun contrat à ces gens-là. Donc, on arrive dans une situation où ce que c'est vraiment le processus de vente, la problématique, qu'on a besoin que le processus de vente soit mieux. Donc, en explorant leur processus, il m'est arrivé une chose que j'ai trouvée qui était une bonne morale. Donc, je ne vais pas partir dans toutes les directions par rapport à ce que j'ai découvert avec eux. Ça serait quand même, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais un des points qui m'a marqué, que j'ai trouvé qui pourrait vous servir, c'est qu'ils m'ont dit, on bloque souvent une étape. C'est que les gens vont nous dire d'envoyer une brochure et dans le fond, notre brochure est exceptionnelle. On va te monter notre brochure, là. Elle est bonne, notre brochure. On est vraiment fiers de notre brochure. J'ai dit, OK, mais comment tu as signé de contrat avec la brochure? Zéro. Et ça nous amène à deux éléments. Le premier, quand on se fait dire, peux-tu m'envoyer plus d'informations? Généralement, la partie est terminée. En tout cas, moi, jamais je me fais répondre, peux-tu m'envoyer plus d'informations? Les fois où ça m'est arrivé dans ma vie, ces gens-là, je ne les ai pas signés. Donc, c'est un très mauvais signe quand notre stratégie s'en va dans le cul-de-sac de la demande d'informations courriel et qu'on se spécialise en cul-de-sac de très haute qualité. Donc, ça, c'est un premier point. Et ça m'amène à bondir à un autre point que je veux aborder, c'est les suivis. Parce que les suivis, dans le fond, j'expliquais à cette même personne que quand on fait des suivis, euh, il faut vraiment être insistant. Il faut vraiment être insistant. Et ça va jusqu'à un point où ce que moi, ça m'est arrivé personnellement plusieurs fois. Je ne sais pas vous, qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre expérience de vente, si vous êtes des gros fanatiques de suivi. Moi, je suis un gros fanatique de suivi. Puis ça m'arrive souvent d'envoyer un courriel, deux courriels, trois courriels de suivi à quelqu'un qui m'a dit qu'il était intéressé. Là. Une personne qui m'a dit très clairement, OK, c'est intéressant, on a eu une belle rencontre, non, 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 on va aller de l'avant. Là, j'envoie un courriel, pas de réponse. Deuxième courriel,
pas de réponse. Troisième courriel, pas de réponse. La personne n'en a rien à foutre. Elle a décidé de totalement passer au prochain appel. Elle m'a oublié. Là, je peux m'imaginer tous les scénarios que je veux dans ma tête. Tous les scénarios, je peux tous les imaginer de A à Z. Ou je peux juste prendre le téléphone, l'appeler, puis je suis capable de la signer. Et là où je veux en venir avec ça, c'est la suprématie absolue du téléphone sur le courriel. Je suis capable d'aller chercher de la business avec des courriels, ça fonctionne bien. Puis là, je parle pas de marketing, hein, là, je parle de vente. Il faut vraiment dissocier les deux. Je parle de conclure la vente dans la dernière étape du processus, où il y a un peu de négociation, un peu de back and forth, et qu'on obtient la business, la personne fait un paiement et tout, là. Donc, vraiment, à ce niveau-là, le courriel, ça fonctionne. Mais c'est surprenant le nombre de prospects que pour réussir à aller chercher la fameuse signature, il faut absolument que j'aille les chercher au téléphone parce que par courriel, ils vont m'ignorer. Donc ça, c'est un truc. Si jamais vous êtes une personne gênée, ok, je pense que généralement, les gens ne sont pas gênés, mais en vente, il y a un malaise. Il y a un malaise en vente de peut-être que je pousse trop, peut-être que je pousse trop. Et ça fait qu'on envoie un courriel, deux courriels, trois courriels, mais c'est parce qu'il y a une confusion. Il y a une confusion parce qu'on se dit, il ne faut pas envoyer trop de courriels parce que c'est harcelant. Mais c'est pas la même chose que du marketing, parce que du marketing, la personne ne nous connaît pas. La personne, elle est froide. Donc, si on lui envoie des courriels pour essayer de créer une relation et que la personne ne répond pas, ça peut être par désintérêt, ça peut être par manque de temps. Et éventuellement, si on la harcèle trop, elle peut dire écoute, quand est-ce que tu arrêtes? Ça, c'est juste normal. Sauf que quand on a une belle relation, on a une belle rencontre, la personne est contente, faire des suivis pour être capable d'aller jusqu'au fond des choses, c'est juste naturel. Si la personne ne répond pas par manque de temps, elle va finir par l'avoir le temps. Mais jamais la personne va s'enrager parce que vous faites des suivis. Puis le téléphone est beaucoup plus à même d'aller chercher une vraie énergie, une vraie rétroaction que des courriels que vous pouvez vous imaginer tous les scénarios parce que vous pouvez donner le ton que vous voulez à la réponse du courriel puisque c'est de l'écrit. Donc, ça, c'était l'aspect vente. Je trouvais que c'était important de faire des rappels parce qu'il y a beaucoup de gens qui échappent les ventes par crainte et qui se laissent enfermer dans une boîte, justement, avec des envoie-moi ta brochure, je vais y penser. La personne, son idée est déjà faite. Est déjà faite. Donc, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème au niveau du processus de vente. Et ensuite, il faut que vous fassiez vos suivis pour conclure la vente et utiliser le téléphone de toutes vos forces. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant pour aller jusqu'au fond des choses que le courriel, mais bien sûr, par efficience, utilisez le courriel. Mais si moindrement vous voyez que ça bloque, embarquez sur le téléphone, soyez pas effrayés. C'est un outil de puissance atomique, le téléphone. On est en 2022, on n'est pas en l'an 3022. Le téléphone, c'est encore extrêmement pertinent. C'est l'objet numéro un à utiliser pour conclure une vente. Donc là, je vais aller dans les ressources humaines parce que aujourd'hui, j'ai recruté quelqu'un parce que j'avais besoin de quelqu'un pour venir m'aider au front avec LinkedIn, puis parce que mon équipe d'outreach me tirait des cailloux pour que je leur envoie des renforts parce qu'ils sont complètement débordés vu que ça va bien les ventes. Et le point est que j'ai réussi à trouver des candidats intéressants. Et j'ai décidé de les passer en entrevue. Et je me suis ramassé avec 4 stéréotypes. Et j'ai envie de les partager avec vous parce que je suis persuadé que si vous décidez d'engager des gens à distance, vous allez vous ramasser avec ces stéréotypes-là. Ça va être évident. Évident, évident, évident. Et il faut apprendre à faire le tri. Peut-être que mes stéréotypes ne seront pas les vôtres. Okay, je n'ai pas la science infuse, je ne me suis pas lancé dans de grandes théorisations, mais je vous partage les miens parce que ça pourrait vous aider parce que vous pourriez arriver dans une situation où vous allez être sur le terrain, vous allez faire votre recrutement de personnel en ligne et vous allez faire oh mon Dieu, il avait donc bien raison, c'est tellement ça. Donc, mon premier, je le déteste. Mon premier, c'est l'indépendantiste. Puis, je ne fais pas référence à l'histoire politique du Québec. Là. Okay, je ne m'embarque pas là-dedans du tout. L'indépendantiste, c'est quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, mais qui est quelqu'un de beaucoup trop meneur. Moi, j'ai été ça toute ma vie dans tous mes jobs.
dans tous mes jobs. C'est pour ça que je suis devenu entrepreneur très jeune aussi. Parce que j'ai compris très rapidement que je passais mon temps à vouloir être le chef à la place du chef. Puis c'est complètement ridicule, c'est vraiment contre-productif. Je préférais me mettre dans une position de douleur, de devenir un entrepreneur, de souffrir le martyre et d'assumer mon leadership naturel que de passer mon temps à me battre dans une espèce de politique interne qui finit plus, où que, clairement, il n'y a pas assez d'oxygène dans la pièce pour me contenir, moi et le leadership légitime. Donc, le point est, je comprends ces gens-là. Moi, je les appelle les indépendantistes parce que c'est des gens tout le temps qui veulent faire leurs propres affaires. Ils ont une idée, ils veulent entreprendre, ils veulent se lancer. Ils ont déjà du monde dans leur réseau, ils veulent les plugger. Ils utilisent le mot nous. Ils utilisent le mot nous souvent. Ces gens-là ont besoin d'assumer leur leadership, mais craignent les responsabilités, la souffrance, la détresse financière qui va avec, et donc tentent de se mettre dans un emploi pour mettre un plaster sur le bobo. Et c'est pas des bonnes personnes à avoir dans une entreprise, très sérieusement, parce que c'est des gens qui sont toujours en train de faire leur truc de leur côté. Ils sont toujours en train d'intraprendre. Ils sont toujours de leur côté, puis là, ils essayent d'avoir plusieurs clients en même temps. Puis ils essayent de s'organiser des trucs. Puis ils ont toujours une porte de sortie. Ils peuvent être extrêmement compétents. Ils peuvent être loyaux. Parce que ça ne veut pas dire que moi, comme dans le temps que je l'étais, j'étais pas déloyal et j'étais pas incompétent. Mais le problème, c'est que si vous voulez, ça, je vais venir après justement, là, mais si vous voulez construire vos futurs cadres pour grimper vos stades de croissance d'entreprise, le problème, c'est que faire une entreprise avec des gens qui ont un esprit d'indépendantiste, c'est comme construire une maison sur des bases friables. Ça fait pas de sens à long terme. La personne peut lâcher à tout moment, puis il y a une pièce qui va s'effondrer. C'est dangereux. C'est dangereux. Écoutez, moi, je suis franc avec vous, hein, je suis vraiment transparent. J'ai quelqu'un comme ça dans mon organisation. J'en ai un de toute mon équipe qui est comme ça. Et je le garde de longue date parce qu'il a fait ses preuves solidement. Comme je dis, il est loyal, il est compétent, mais je le vois toujours aller. Je me dis tout le temps, quand est-ce que ça va jouer contre moi? Disons qu'il y a l'étiquette mercenaire plutôt que l'étiquette samouraï. C'est ça que je veux dire. Ceci étant dit, on passe au prochain stéréotype, l'étudiant. L'étudiant, c'est la personne qui n'a pas terminé et qui va vouloir un travail à temps plein en disant oui, oui, je peux. Moi, j'ai des grosses appréhensions après ça parce que j'ai remarqué en entraînant plusieurs personnes dans ma vie que même les gens qui ne sont pas étudiants, des gens qui se dévouent entièrement à la tâche pour l'entreprise, il y a des gens qui vont, au final, en réalité, on est à distance, hein, on est dans la vraie vie, là. Il y a des gens qui disent oh oui, temps plein, 20 heures en pratique. Okay? 20 heures, 25 heures, 30 heures. Alors que moi, je me cherche des gens qui disent oh oui, temps plein, puis qui vont faire 50. Des gens qui vont manger en pensant à ma business, qui vont dormir en pensant à ma business, puis qui veulent devenir des super-héros de ma business. Moi, c'est ça que je cherche. Je cherche des gens qui veulent rester, des gens qui veulent intraprendre ma business, puis qui ont faim. Donc, des étudiants, moi, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Même ceux qui ont l'air ultra vaillants, ultra intelligents, plein d'expérience, ça me fait peur. Ça me fait peur. Vous pouvez les essayer. Vous pouvez même me dire, non, 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 moi j'en ai essayé des étudiants à temps plein, il y en a des fuckés. Puis dans ce cas-là, ben, dites-moi là en commentaire, puis écoute, je suis open à entendre quelqu'un qui se serait monté une culture d'entreprise avec des étudiants à temps plein. Je serais vraiment très, très ouvert à avoir ça dans mon podcast, à entendre comment quelqu'un a patenté une culture complètement pétée de ce type-là. Mais moi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Mon prochain stéréotype, c'est le non qualifié. Le non qualifié, ce que je veux dire, c'est que la personne a tout pour plaire. En ce sens que toutes les caractéristiques, exemple bilingue, disponible temps plein, etc., etc., allez-y. La personne semble avoir un alignement de compétences qui fait d'elle une personne intelligente, flexible, capable d'apprendre. Toutefois,
sa spécialisation n'est pas exactement comme vous avez besoin. Et dans ce temps-là, vous pouvez essayer la personne, mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que cette personne-là va généralement avoir un problème au niveau de, comment j'appellerais ça? Je ne vais pas utiliser n'importe quel mot. Prendre la responsabilité de l'innovation. Je vais essayer d'expliquer mon idée à partir de ça. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un doit assumer un poste, tenir la ligne, prendre toute responsabilité de ce qui se passe, chose qui est rendue très complexe en 2022. Les gens fuient les responsabilités, mais ils veulent les salaires des présidents. Qu'on a des choses à dire là-dessus. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent tenir une responsabilité de poste et innover face à l'inconnu? C'est les premiers qui vont lâcher. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais rester vague un peu parce que malheureusement, je ne peux pas vous donner exactement mes politiques de ressources humaines, là. Je ne suis pas gentil à ce point-là. Mais vraiment, je sais que j'ai appelé ça les non qualifiés. Vous allez dire, ouais, mais là, les non qualifiés, c'est évident. Oui, mais non. On est en pénurie de main-d'œuvre. Quand quelqu'un de vraiment classe débarque avec une maîtrise en gestion de commerce, que c'est une personne allumée, qui a de l'entre-gens, qui est disponible temps plein, qui demande un salaire ultra raisonnable, vous pouvez tenter de dire ah, on va l'essayer, on la formera. OK? Moi, exemple, ce que je viens de dire là ne fit pas avec ma culture d'entreprise. Et pourtant, c'est une personne extrêmement intelligente, capable de faire des grandes choses dans le bon environnement. Ensuite, le dernier, je l'appelle le samouraï. Ouais, parce que moi, c'est des samouraïs que je me cherche. Puis je vais tout de suite recouper, ça va être ma conclusion d'ailleurs, puisque l'épisode avance très vite. C'est Michael Masterson qui a écrit un livre qui se résume, je pense que c'est Ready, Aim, Fire, quelque chose comme ça. Et dans le fond, j'écoute ça ces temps-ci. Et il explique que pour faire le premier million, en général, ça te prend 7 personnes. Puis ensuite, pour passer à l'étape suivante, faire du 50 millions, il faut que les 7 personnes aient 7 personnes en dessous d'eux. Puis après ça, pour passer à l'étape suivante, les 7 ont 7 qui ont 7. C'est environ comme ça qui a déterminé sa théorie. Et je trouve ça excessivement vrai parce que je vois que je suis dans un tri absolu pour être capable d'arriver à trouver mes 7 samouraïs. C'est comme ça que je les appelle, mes 7 samouraïs. C'est des gens qui sont du monde affamé, qui veulent conquérir le monde, qui comptent pas leurs heures, qui sont tout le temps allumés, tout le temps en train de trouver des façons de procéder, tout le temps en train de prendre le blâme, de prendre les responsabilités sur eux, de développer, de pousser, d'institutionnaliser les processus, qui ont absolument pas peur de participer à la gestion du savoir. Capitaliser le savoir, là, que, tu sais, je veux dire, ils nous apprennent en ressources humaines, ah, mais là, la capitalisation du savoir, c'est parce qu'on vole les savoirs des gens, les gens le ressentent, que non. Non, si t'es pas prêt à partager ton savoir en institutionnalisant les procédures, out, out. T'es pas un de mes samouraïs. C'est sûr et certain, parce que tu vas sacrer ton camp. Tu veux garder le monopole de son savoir, puis tu considères que le monopole de ton savoir, c'est ton change pour être capable de jouer tes cartes dans une organisation. C'est quoi les chances que tu sois pas quelqu'un qui saute d'une organisation à l'autre en jouant à la pute? Aucune! Donc, moi, je cherche les samouraïs. Je vous encourage à chercher les samouraïs. Je vous encourage aussi à lire le fameux livre de Michael Masterson, disponible sur Audible, placement produit. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Likez, commentez, partagez, donnez-moi des suggestions, invitez les gens à m'envoyer des demandes de connexion avec leur immense budget de 100 connexions par semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.